62 Pulsations, le podcast du Pas-de-Calais. Partez à la rencontre de ceux qui font battre le cœur du 62. Le Pas-de-Calais, c'est 1,5 million de cœurs battants entre terre et mer, monts et vallées, plaines et terrines. Un département fort de sa diversité. Diversité des expériences vécues et des habitants qui, au quotidien, l'animent et le font vivre. Découvrez leurs histoires, leurs projets, ce qui les fait vibrer au rythme du Pas-de-Calais, dans une série de podcasts qui leur est dédiée. Et pour ne rien rater de leurs témoignages, abonnez-vous. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Déborah Delobel, archéo-anthropologue à la Maison départementale de l'archéologie à Dainville, dans le Pas-de-Calais. Déborah va nous expliquer son métier qui est actuellement mis en lumière dans le cadre d'une exposition temporaire intitulée « Un pied dans la tombe, du terrain au labo, une enquête anthropologique ». Elle nous emmène visiter l'expo afin d'en découvrir un peu plus sur son métier. C'est parti. Déborah, bonjour. Bonjour. Alors, on est au cœur de l'exposition « Un pied dans la tombe ». Avant de commencer et de détailler un peu l'exposition, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est un archéo-anthropologue ? Alors l'archéo-anthropologue, ça va être le spécialiste qui va étudier les ossements humains qui sont découverts sur les chantiers archéologiques. D'accord. Et qu'est-ce qui le différencie du métier d'archéologue plus traditionnel en fait ? Alors l'archéologue traditionnel, on va dire classique, va étudier, va intervenir sur n'importe quel chantier. Il peut intervenir sur différentes structures que l'anthropologue va vraiment se concentrer sur les sépultures. Ok. Alors là, on est au cœur de l'exposition. Est-ce que tu pourrais nous expliquer justement ce qu'on y retrouve ? Est-ce que tu peux présenter ton métier au cœur de cette exposition ? Alors, on a fait l'exposition en deux parties. Donc, une première partie, c'est ce qu'on va retrouver sur le terrain. Donc, ça va être les différents objets qu'on va découvrir, notamment dans les sépultures. Et ensuite, on a une deuxième partie qui, là, est vraiment un laboratoire qui a été reconstitué, donc le laboratoire de l'anthropologue, avec des ossements. Dans cette première partie, est-ce que tu pourrais nous expliquer ou nous montrer quelque chose de particulier qui voilà, susciterait un intérêt particulier à nos auditeurs ? Est-ce que tu pourrais nous montrer quelque chose ? Alors par exemple, ici, dans cette vitrine, on a ce qu'on appelle un service à ablution. Donc c'est un service qui est composé de deux éléments, qui est le nokoé et la patère. Le nokoé, c'est une petite cruche qui ici est décorée et il y a une petite tête de cheval sur le dessus de la cruche. Et on a également donc, la patère qui, elle, sert de bassin. Donc en fait, le service à ablution servait autrefois à laver, soit laver les corps, soit lors des banquets, en fait, les gens venaient se laver les mains dedans. Donc en fait, c'est l'ancêtre de ce que nous, on connaît aussi dans certaines maisons, avec le broc et le petit bassin, effectivement, pour se laver. Okay. C'est l'ancêtre de la douche. Qu'est-ce qui permet aussi, dans cette exposition, d'en savoir plus sur nos ancêtres, leurs pratiques, justement, ce qu'ils étaient ? Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, en fait ? Alors, on a par exemple, ici, on a des exemples de fibules. Alors, est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est une fibule ? Alors, une fibule, c'est une petite broche oui. qui servait notamment à maintenir deux morceaux de tissu ensemble. Oui. Donc, c'est ce qui servait autrefois de boutons. En fait, les boutons n'existaient pas encore. Et donc, en fait, on avait des fibules. Donc, elles sont plus ou moins décorées. Et certaines sont même apparentées à de la parure, tellement elles sont jolies. Dans quel cadre vous avez retrouvé tous les objets qui sont exposés ici, en fait ? Alors, tous les objets qui sont ici ont été retrouvés dans des sépultures. C'est vraiment des objets qui sont dans les pratiques funéraires de l'époque. Alors, on va avoir des objets qui vont servir d'offrande. Donc, ils sont là, ils sont offerts aux défunts pour qu'ils puissent s'en servir dans l'au-delà. Par contre, on a des objets qui ont pu lui appartenir aussi. On a des objets également qui ont pu servir à la préparation du corps. Ça peut être par exemple une pince à épiler. Ça peut être également l'estrigile. Donc l'estrigile, c'est ce qui servait à racler en fait le corps pour enlever
la transpiration, les restes de pollution, etc. D'accord. Et en tant qu'archéoanthropologue, c'est des choses justement que tu as appris. Comment ça s'est passé ton cursus pour arriver à ce métier-là justement? Parce qu'il n'y a pas que l'aspect justement travail technique, il y a toutes les pratiques, tout ce que tu as dû apprendre certainement. Comment ça se passe en fait? Oui, alors moi j'ai fait tout d'abord des études en archéologie. Et en fait, la spécialité m'a interpellée tout de suite. Donc j'ai voulu me spécialiser en anthropologie. Donc je suis partie dans des facs spécialisées et certaines sont au cœur de facs de médecine. Donc il y a un aspect aussi de médecine légale, puisqu'il faut apprendre certaines techniques, notamment tout ce qui est pathologie. Et donc voilà. Et ça fait combien d'années que tu fais ce métier? Enfin, tu as commencé à... Alors j'ai fait 8 ans d'études et j'ai commencé à travailler en 2008. D'accord. Donc ça fait déjà 15 ans. Et comment tu as découvert ce métier alors en fait? Parce qu'il n'est pas connu. Non, il n'est pas connu. Non, effectivement. Moi, la vocation m'est venue assez jeune. Je crois qu'adolescente, je savais que je voulais déjà faire de l'archéologie. Après, c'est vraiment pendant mes études que j'ai découvert cet aspect-là. Alors, c'est vrai que la céramique m'intéressait moins, voilà, ce genre de choses. Donc, et c'est tout de suite ça qui m'a interpellée. Et c'est surtout, je pense, le fait d'essayer de comprendre qui était la personne, comment est-ce qu'elle a pu vivre, et aussi les différentes pratiques funéraires en fonction des époques qui vraiment m'intéressaient. Ouais, ça me permet de rebondir sur l'autre question, c'est pourquoi c'est important de mettre un pied dans la tombe, comme le titre de l'expo dans des sociétés passées. Pourquoi c'est important de connaître en fait ces pratiques funéraires ou comment on enterrait nos morts, etc. Alors, ce qui est vraiment important, c'est qu'en fait, en fonction des périodes, en fonction des sociétés, on a des pratiques funéraires qui sont totalement différentes. Donc, c'est vraiment très important de les connaître, parce qu'en fait, ce qu'on va trouver nous sur le terrain, il faut qu'on puisse le comprendre pour pouvoir le restituer. Il faut qu'on sache effectivement comment la personne est décédée, comment est-ce que la personne a été inhumée, c'est-à-dire mise en terre, ou est-ce qu'elle a été brûlée sur un bûcher. Donc on va vraiment effectivement essayer de comprendre comment les gens enterraient leurs morts, mais ça nous permet aussi de comprendre comment ils vivaient à l'époque. Ce qui est essentiel. Oui. Alors justement, on va aller un peu plus au cœur de ton métier, on va rejoindre ton labo en fait pour que tu puisses nous expliquer comment tu travailles et justement comment tu recherches tous ces indices pour en savoir un peu plus sur le vivant des morts. D'accord, très bien. Alors Déborah, là on est actuellement dans le labo. Est-ce que tu peux nous présenter ce lieu? Qu'est-ce qu'on y fait? Comment on y travaille? Voilà. Est-ce que tu peux nous dire? Donc c'est effectivement mon lieu de travail principal, c'est-à-dire que c'est là où j'étudie les ossements humains. Et donc une fois ils ont été prélevés sur le terrain, eh bien, une fois qu'on les amène ici, ils sont lavés, séchés. Éventuellement ils sont recollés, puisque des fois ils sont cassés. Et donc ensuite, on va faire les observations dessus et essayer de savoir si c'était un homme, une femme, son âge, et vérifier s'il n'avait pas des maladies, donc des pathologies. Est-ce que c'est toi qui fais les prélèvements en fait, sur site lors de fouilles ou ce sont d'autres de tes collègues? Est-ce que c'est toi qui fais vraiment du prélèvement sur site jusqu'au bout ou c'est un... Alors généralement c'est plutôt moi qui le fais, ouais. Mais ça arrive que des fois je ne suis pas là et donc mes collègues sont formés aussi sur le terrain à prélever et faire les observations à faire sur le terrain. Ok, c'est des prélèvements que vous faites essentiellement dans le Pas-de-Calais ou vous pouvez aller dans d'autres départements ou l'idée c'est quoi en fait? Alors nous on intervient uniquement sur le département. D'accord, du Pas-de-Calais. D'accord. Et là par exemple on a quoi comme type d'ossement devant nous? Alors là, on a eh bien, les jambes, le bassin, un petit peu de vertèbres et on a le bras gauche. Alors comment tu travailles pour identifier la personne et le vécu d'un défunt justement? Comment on travaille, comment on fait? Alors déjà, on va vérifier si c'est un homme ou une femme. Oui, ça tu le vois avec quels éléments par exemple? Alors je vais principalement regarder sur les os du bassin. Oui. Puisque le bassin de la femme est fait normalement pour avoir des enfants, ouais. Donc il va être plus évasé et plus petit en taille. Et ça, peu importe la période en fait de l'histoire, on retrouve toujours cette caractéristique, d'accord? Oui, tout à fait. Après, ça va être des observations
Par exemple, ici, c'est ce qu'on appelle la grande échancrure sciatique. Et donc, chez la femme, on va observer une forme qui va être en U, Oui, tandis que chez l'homme, on va avoir une forme qui va être en V. d'accord. Donc là, en fait, c'est typiquement féminin. Donc là, c'est son bassin, donc il n'est Oui. pas intact dans Non, sa là, il n'est pas loretta. intact. Et justement, comment tu détermines, comment tu fais pour recoller les morceaux, savoir effectivement que c'est le bassin ou par ses différentes caractéristiques justement? C'est pas cette connaissance approfondie du corps humain en fait. Oui. Alors déjà, sur le terrain, ce que l'on fait, c'est quand on prélève les ossements, on ne le fait pas n'importe comment, c'est-à-dire qu'on va prélever os par os. D'accord. Donc le bassin côté droit, je vais le prélever et le mettre dans un sac, et le bassin côté gauche, je le mettrai dans un autre sac pour ne pas les mélanger, tout simplement. Ok. Donc je vais pouvoir les recoller ensuite plus facilement. D'accord. Après, c'est un vrai puzzle. Et justement, en fonction des ossements que tu retrouves, ils restent toujours intacts. Enfin, je suppose qu'il y en a qui se cassent. Est-ce que les os se cassent facilement? Enfin, quelle est la résistance du corps humain, des os en fonction des époques? Qu'est-ce qui fait que tu retrouves tout intact? Quels sont les éléments en fait qui peuvent jouer en fait? Là, ici, il est très bien conservé. Ouais. Bon, il manque quelques Il date de quelle éléments. époque celui-là? Celui-ci, il est fin de l'époque romaine. D'accord. Donc on est plutôt 4e, 5e siècle. Là, il est plutôt bien conservé, mais ce n'est pas forcément en fonction de l'os, ça va être aussi en fonction de l'acidité des sols. Un sol qui est, dans lequel on va mettre beaucoup de pesticides, forcément, ça va être, les os vont être rongés en fait, par la matière chimique. Et tu parlais de crémation tout à l'heure, du coup comme c'est brûlé, comment tu sais qu'il y avait une crémation qui s'est passée en fait comment on le sait? Comment on le sait? Alors tout simplement parce que là effectivement celui on a devant nous il est quasiment entier, les os sont entiers, sauf que pour les crémations on n'a que des petits fragments d'os. Tout ne brûle pas en fait? Tout ne brûle pas, non, parce qu'ils n'ont pas le temps de le faire en fait, et aussi les bûchers ne vont pas à une température assez élevée pour détruire tous les os. Donc on va avoir des petits os, on va avoir des os qui vont avoir différentes couleurs aussi. On va avoir des os qui vont être blancs, d'autres qui vont être bleus, d'autres qui vont être gris, d'autres qui vont être noirs. Et ça, en fait, la couleur, ça va dépendre de la température du bûcher. Ok. Et donc, ce qui te permet, comment tu reconnais à quelle époque aussi, de quelle époque datent les ossements? Alors, ce n'est pas forcément les ossements qui vont nous le dire, ça va être surtout les objets qui vont être découverts dans la tombe. Et souvent, il y en a en fait, quasi systématiquement. À partir de la fin de l'époque latinienne, c'est-à-dire vers 150 avant Jésus-Christ jusqu'à 8e siècle, après Jésus-Christ, là, on va avoir des objets. Après 8e siècle, on n'en a plus du tout. L'Église a interdit en fait, les objets dans les tombes. Et donc en fait, on va pouvoir identifier ce qu'on appelle la typologie en fait, des objets. C'est-à-dire que certains objets vont être fabriqués à une époque bien particulière. Donc on va pouvoir effectivement donner une datation. Après, sur les ossements, si vraiment il n'y a pas d'objet, on peut faire une étude de radiocarbone. Et ça va nous donner effectivement un âge approximatif. Alors combien d'os comporte que le corps humain du coup alors? Alors les adultes en ont 206, mais les enfants en ont 270. Ah, on a plus d'os quand on est enfant? Oui. C'est ça, d'accord, ok. En fait, en grandissant, au moment de la croissance, en fait, les os vont se souder entre eux. D'accord. Et donc on va avoir moins d'os en étant adulte. Ce qui vous permet aussi en même temps, la taille je suppose, du corps aussi vous permet de déterminer si c'est un enfant. Oui, ok. Fait. Et alors après que vous avez fait tout ce travail, vous avez du coup fait la fiche d'identité quelque part du corps. Qu'est-ce que vous faites du coup des ossements en fait, de toutes vos découvertes? Alors une fois qu'on a rendu le rapport, puisqu'on est obligé de rendre un rapport à chaque fois qu'on fait un diagnostic ou une fouille à l'État, eh bien en fait tout est remis en caisse et tout est conservé en fait chez nous dans une salle de conservation. Donc sauf si la mairie réclame veut récupérer les ossements, sinon on les garde. Ouais, donc ça vous fait un cimetière en fait oui. dans l'archéologie. Mais du coup, vous les gardez parce qu'il faut un certain nombre de stockages pour pouvoir garder tout ça en fait? Oui, il faut avoir des salles pour. C'est ça. Et chaque année, vous en découvrez beaucoup? C'est quoi un petit peu dans ton travail au quotidien? Enfin, sur une année, combien d'ossements tu peux analyser, tu peux découvrir en fait? Il n'y a pas de moyenne? Alors, il n'y a pas vraiment de moyenne. En fait, ça dépend les années, ça dépend aussi
chantiers que l'on a, parce que sur certains chantiers, on n'a pas du tout. Mhm. Il y a d'autres chantiers où on a un cimetière complet. On a fait un en 2021 à Anzin, Saint-Aubin. On avait un petit cimetière avec 21 tombes, donc forcément, c'est 21 squelettes à étudier. Que tu vas analyser, tu Oui. vas pas en prendre qu'un seul, tu vas Non, prendre non, l'ensemble de... D'accord, ok. On va tous les analyser. Donc ça dépend vraiment des années et des Oui. découvertes. Ok, merci beaucoup. Alors, on va finir sur les dernières questions. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans ton métier ? En fait, tu nous l'as expliqué un petit peu tout à l'heure pourquoi tu avais choisi ce métier, mais qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans ce métier au fil des années ? C'est vraiment de découvrir des nouvelles choses sur les ossements. Alors moi, je suis plutôt spécialisée sur les pathologies, c'est-à-dire les maladies qui laissent des traces sur les os. Donc c'est aussi ce petit côté enquête qu'on a repris dans l'expo, c'est que c'est vraiment d'essayer de comprendre qui était la personne, comment elle a été enterrée, et puis essayer de comprendre aussi surtout comment elle a vécu, et donc de comprendre aussi les pratiques funéraires qui sont propres à sa société. Tu leur redonnes vie quelque part. Oui. Et du coup, pour découvrir cette exposition, est-ce que tu pourrais nous donner les infos pratiques ? Elle se déroule de quand à quand ? Alors, elle a commencé le 16 septembre et elle finira le 16 juin pour les journées de l'archéologie. D'accord. Et donc, c'est où on est ouvert du mardi au vendredi, de 14h à 18h. C'est gratuit. On entre et puis voilà. Est-ce que tu proposes des conférences pour expliquer ton métier ou des moments particuliers pour justement découvrir ce que tu fais ? Alors oui, il y aura ce qu'on appelle des cafés archéo. Donc le premier sera le 5 octobre. Et donc c'est ouvert à tout le monde. Et donc c'est moi qui vais le faire. Et ce sera sur les crémations. D'accord, ok. Voilà, et donc après, j'ai des collègues qui prendront le relais. Alors, en général, c'est un café archéo tous les mois. On a même des personnes d'extérieur qui vont venir. On a au mois de novembre un collègue qui fera donc un café archéo avec quelqu'un du Commonwealth, qui sera là pour expliquer leur travail sur notamment les sépultures de soldats de 14-18. Et on aura également aussi au mois de juin, si je ne me trompe pas, oui ça doit être au mois de juin, on aura un charitable de Béthune qui sera là pour nous expliquer un peu comment fonctionne son association. Merci beaucoup Déborah. Merci à toi. Et pour en savoir plus, retrouvez toutes les infos sur archéologie.pasdecalais.fr. 62 Pulsations, le podcast du Pas-de-Calais. Partez à la rencontre de ceux qui font battre le cœur du 62.